Bonsoir. Partout en France, des automobilistes dénoncent ces sociétés privées qui contrôlent désormais le stationnement payant. Dans leur ligne de mire, cette drôle de voiture qu'ils appellent la sulfateuse à PV. Son lecteur automatique de plaques contrôle 12 000 voitures par jour. C'est la vampire du quartier. Elle vient, elle nous mord et elle nous pompe le sang toute la journée. Voilà. On est une pompe à fric. Amende injustifiée, bug informatique. Dans certaines villes, ça coince. Mal garé, mal barré, c'est maintenant dans Envoyé spécial. Ce soir, nous vous dévoilerons aussi une vidéo inédite. En 2009, le braqueur Redouane Faïd se livre sans détour sur son parcours et sur son histoire. C'est ça le banditisme. T'en fais un métier. Enfin, reportage à Gaza, où des dizaines de jeunes se retrouvent amputés. Ils ont été blessés par des balles israéliennes lors d'affrontements qui ont lieu chaque vendredi à la frontière. Vous l'avez sans doute remarqué, il n'y a presque plus de pervenches dans la plupart de nos grandes villes. Ces agents qui distribuaient les PV ont été remplacés depuis janvier dernier par des sociétés privées. Et grâce à de nouvelles technologies, elles alignent les voitures à la chaîne et parfois sans discernement. Vous allez découvrir que ces entreprises qui patrouillent dans nos rues ont des objectifs chiffrés, mais il y a des erreurs, des excès de zèle, des bugs informatiques. Et les automobilistes ont l'impression d'être pris pour des porte-monnaies roulants. Mal garé, mal barré, c'est une enquête de Paul Gasnier et Pierre Lebeau avec Bangoumi. Tous les matins, pour Gilles Torgman, c'est la même angoisse. Se faire aligner juste devant sa boutique. Alors, ce marchand de fruits et légumes a trouvé une parade. Je vais cacher ma plaque d'immatriculation. Comme ça, je peux décharger tranquillement le camion et je ne serai pas verbalisé. Hop là, allez, c'est parti. Donc j'ai les crochets. Voilà. Là, je dissimule ma plaque et je leur montre que je suis en livraison. C'est illégal. C'est complètement illégal, mais je pense que verbaliser sur une aire de livraison, c'est illégal aussi. Ce primeur a déjà reçu une quinzaine de prunes depuis le début de l'année. Légalement, il peut se garer gratuitement sur son aire de livraison. J'ai pas à les payer ces PV. J'ai pas à les avoir déjà ces PV. Sur l'aire de livraison, j'ai pas à les avoir. Depuis le mois de janvier, une pluie d'amendes s'abat sur le quartier. Et c'est à qui sera le plus créatif pour y échapper. Ça va, Gilles, et toi? Alors, je vous Messieurs, présente bonjour. Patrick, le boucher. Bonjour, enchanté. Un boucher qui a sa propre recette pour déjouer les contrôles. Devant, moi, c'est le platane qui m'aide. Alors, tous les matins, je me gare, bien sûr. Je récupère une feuille de platane. Je casse la queue. J'ai la coince derrière ma plaque d'immatriculation. Voilà. Une feuille de platane qui est tombée malencontreusement ou généreusement sur ma plaque d'immatriculation. Et pour l'arrière, il a une autre astuce. D'accord? Là, je baisse. Et là, la plaque est invisible. Voilà. Tout est bon pour se cacher des nouveaux contrôleurs, ceux qui peuvent vous aligner plusieurs fois dans la même journée. Avant, quand on avait les municipaux ou la nationale qui passaient, on pouvait dire, voilà, aujourd'hui c'est ma voiture qui le gêne. On pouvait jouer la carte de la convivialité, on pouvait discuter. Là, avec le véhicule comme ça, tu ne discutes pas. C'est donc un véhicule qu'ils accusent de tous les maux. Sur son toit, non pas des gyrophares, mais 2 caméras. Voilà, c'est la voiture qui verbalise les véhicules. Donc là, c'est la deuxième fois qu'elle passe. Elle détecte automatiquement les plaques des resquilleurs. Le véhicule, la machine, le scanner ne reconnaît pas que c'est une place de livraison. Cette voiture, elle passe 2 fois par jour. C'est la vampire du quartier. Elle vient, elle nous mord et elle nous pompe le sang toute la journée. Voilà. On est une pompe à fric. Les grandes villes françaises sont entrées dans une nouvelle ère, celle de la tolérance zéro. Fini les pervenches, ces policières jugées inefficaces. Fini aussi le PV au tarif unique de 17 €. Depuis le 1er janvier, ce sont les communes qui gèrent les contredanses et fixent leur montant.
Toujours 17 € à Marseille, mais 30 € à Toulouse, jusqu'à 35 à Bordeaux et Nantes, 40 € à Mulhouse, jusqu'à 50 à Paris et même 60 € à Lyon, la ville la plus chère. De plus en plus de Français crient au matraquage. Le maire s'est dit je vais remplir mes caisses. On veut que ça change. Aujourd'hui, je suis énervé. Et certains maires, comme Alain Juppé à Bordeaux, sont même pris à partie. Laissez les résidents tranquilles. C'est exactement ce qu'on fait faire, vous n'arrivez pas à comprendre. Mais le but, c'est de dissuader ceux qui viennent de l'extérieur du quartier de venir stationner dans le quartier. Et c'est exactement ce que vous souhaitez. Le contrôle du stationnement, un dossier explosif et un nouveau marché très lucratif. Pour récolter cette manne, les mairies font appel à des sociétés privées, aux méthodes industrielles. Automobilistes, attention, si vous êtes mal garé, vous êtes mal barré. La voiture vampire que redoutent les commerçants marseillais officie aussi à Paris. Sa technologie futuriste vise à harceler les resquilleurs. Movia, l'une des sociétés privées chargées de contrôler le stationnement dans la capitale, nous a autorisés à embarquer. Alors c'est ce qu'on appelle communément la LAPI. La LAPI ? LAPI, lecteur automatique de plaque d'immatriculation. Droite, activée. Elle a déjà gagné son surnom chez les automobilistes, la sulfateuse à PV. Et la moisson est impressionnante. Alors en fait, donc vous avez la tablette qui est ici, qui est reliée directement aux caméras. Communication. Caméra sur le toit de la voiture. Sur le toit de la voiture, voilà. Et en fait, chaque bip que vous entendez, c'est une plaque qui a été lue. Sous nos yeux, des numéros qui défilent dans le noir. Les deux caméras ne captent que les plaques. La plaque s'affiche en dessous. Ensuite, ces informations sont envoyées à notre siège et traitées par des informaticiens qui sont capables de nous dire si c'est une voiture qui a payé ou pas. Au moment de payer le stationnement, vous avez forcément indiqué votre numéro d'immatriculation. Si vous n'êtes pas dans la base de données, c'est que vous resquillez. Avec la LAPI, tout va très vite. Communication, on. En moyenne, je tourne à 10-12 000 plaques par jour. C'est moi ce que j'appelle une machine de guerre quand même. Vous scannez 12 000 plaques à la journée. Vous imaginez si ça met des amendes? Ça peut aller très vite. Pour l'instant, la machine de guerre de Movia n'est qu'en phase d'expérimentation. Dans quelques semaines, elle orientera directement les agents à pied vers les voitures qui n'auront pas payé. Non, vas-y, fais la voiture qui est juste devant. Ah, ok. Je fais celle-là? D'accord. En attendant, les agents contrôlent chaque voiture, une par une, à l'ancienne. Mais ils sont équipés d'un ordinateur de poche. Alors, donc là, on est sur un stationnement payant, comme vous pouvez le voir. Donc là, je rentre la plaque du véhicule pour contrôler s'il a bien payé son stationnement ou pas. Il y a marqué 0 ticket, donc la personne n'a pas pris son ticket. La machine va émettre ce qu'on appelle un FPS, forfait post-stationnement, le nouveau nom du PV. L'appareil est géolocalisé. Si l'adresse est imprécise, comme ici, l'agent corrige manuellement. Je regarde à quel endroit on est. Là, du coup, on est au 24. Voilà. Hop. Ce FPS coûtera à l'automobiliste 50 €. Donc là, je vais le déposer sur le pare-brise. Hop. S'il paye dans les 4 jours, c'est minoré à 35 €. Je fais une photo du pare-brise. En cas de contestation, ces photos feront office de preuve. Voilà. Alors. Donc là, le véhicule, il a bien payé. Il lui reste encore 1 jour de stationnement. Des gestes rapides, une mécanique bien huilée. Par jour, on peut rentrer avec 60 FPS comme 100 FPS. Moi, en moyenne générale, je fais 80. Des fois, je peux faire 50. C'est vraiment, ça dépend du secteur. Nous découvrons que cette tournée comporte un rituel surprenant. Dans les rues voisines, un camion blanc, aux couleurs de la mairie de Paris. À l'intérieur, 2 chefs qui contrôlent leurs employés à distance. Donc là, vous pouvez suivre les 2 agents en temps réel. Tout à fait.
et voir leurs résultats. Tout à fait. Et on peut suivre un agent en particulier sur son activité, savoir sa progression, son parcours, le cheminement qu'il a à travers son secteur d'activité. Donc là, je viens taper le matricule de l'agent. Donc là, on voit qu'il est donc à rue du Chalet, sur la zone de République. Donc il est géolocalisé en temps réel. Aucun geste n'échappe au regard attentif des contremaîtres. Ils peuvent décortiquer toutes les interventions des agents. Ils savent s'ils travaillent vite ou lentement. Chaque fois que vous voyez un petit point vert, eh bien notre agent a contrôlé un véhicule. Les points verts sont les véhicules en règle. Les points rouges, ceux qui ont été sanctionnés par l'agent. Ici, moins de resquilleurs que d'habitude. D'après la mairie de Paris, seul un automobiliste sur 4 est en règle. Malgré la surveillance des chefs et une technologie de pointe, les erreurs seraient possibles. C'est ce que nous avons constaté en suivant discrètement un autre agent Movia, cet homme à la sacoche noire. Il travaille seul. Nous avons jeté un œil au FPS qu'il laisse sur les pare-brises. Petit problème, les adresses indiquées sont souvent erronées. Par exemple, ce papillon indique que la voiture est stationnée rue Pierre-Fontaine, alors que nous sommes rue Chaptal. Quelques mètres plus loin, autre erreur. Nous sommes rue de Vintimille, mais le ticket indique la place Lily Boulanger. Visiblement, l'adresse que la machine a proposée à l'agent serait imprécise, et celui-ci n'aurait pas pris le temps de la corriger. S'ils s'en rendent compte, les automobilistes pourront contester ces FPS et se faire rembourser. L'entreprise Movia contrôle le stationnement d'une dizaine de villes en France. Mais à Paris, comme à l'échelle du pays, le leader du marché, c'est Striteo. Nous optimisons le stationnement en voirie. Nous sommes l'interlocuteur de la ville de demain. Striteo est une société française, filiale d'Indigo, géant mondial des parkings et du stationnement. À la différence de Movia, Striteo a refusé de nous rencontrer. L'entreprise a par ailleurs adressé ce mail à ses salariés. Bonjour à tous. France 2 est actuellement en tournage sur le sujet du stationnement payant. Il est demandé à chacun d'être vigilant. En aucun cas, vous ne devez répondre aux sollicitations. Une réserve qui s'explique peut-être par un accident industriel que l'entreprise a connu et qui a été révélé l'été dernier. Ça s'est passé à Rueil-Malmaison, près de Paris. Un bug informatique concernant les FPS émis par Striteo. Sandrine Muller est professeure des écoles. Elle utilise sa voiture tous les jours. Pendant longtemps, comme 80% des Français, elle a oublié le rodateur. Ces fraudes quotidiennes n'étaient jamais sanctionnées, jusqu'à ce qu'en juin dernier, elle reçoive dans sa boîte aux lettres 12 FPS, d'un coup. Donc voilà, c'est mon dossier, avec mes 12 FPS. Et ça faisait combien en tout ? Donc 12 fois 73 €, ça faisait 876 € à régler sous 3 semaines. Le problème, c'est qu'au moment des faits, Sandrine n'a jamais trouvé sur son pare-brise de FPS initial, dont le montant à Rueil est fixé à 23 €. À la place, elle a reçu 5 mois plus tard des FPS majorés pour absence de paiement, à 73 € chacun. On n'avait pas reçu d'avis de verbalisation, on ne savait pas qu'on était verbalisé. Donc moi, quand j'ai ouvert les enveloppes et j'ai vu 73 € à chaque fois que j'ouvrais, sincèrement, ça m'a mis un coup parce que j'ai pas compris et on était démunis en fait, démunis complètement, oui. Pour contester les FPS, il faut d'abord les payer. Et débourser une telle somme à l'approche de l'été, c'est la tuile. Elle doit faire quelques sacrifices dans le programme de ses vacances. On avait prévu de partir quelques jours donc à la montagne. Mais comme on a été obligé de payer avant le 21 juillet, du coup, notre projet est tombé à l'eau. Donc voilà, je vais vous montrer l'hôtel dans lequel on devait aller. Le budget qu'on avait consacré aux vacances, il nous a servi à payer les FPS en fait. Vous voyez, Sandrine doit prouver qu'elle n'a jamais trouvé de papillon sur son pare-brise, ce qui est presque impossible. Elle se lance dans une procédure longue et fastidieuse. Du coup, j'ai envoyé presque 1 kilo de dossiers pour pouvoir faire mon recours.
Dans ce bras de fer avec Streeteo, Sandrine a découvert qu'elle n'était pas seule. Bonjour. À Rueil-Malmaison, ils sont des centaines dans sa situation, réunis en collectif. 28 juin, des centaines de personnes ont ouvert leur boîte aux lettres et découvert la catastrophe. C'est-à-dire ? Les FPS majorés. De 1 à 12. Entre 1 et 12 par personne. Et Sandrine, c'est Sandrine. Jackpot. Qui a eu le jackpot. Voilà. J'ai eu le triste record, oui. Le triste record des 12 FPS majorés. Nous avons finalement échangé par email avec Streeteo. L'entreprise reconnaît ce qu'elle appelle des incidents de démarrage. À Rueil-Malmaison, entre le 1er janvier et le 15 février, 4000 FPS ont été émis par erreur. Mais ce collectif soutient que les bugs n'ont pas cessé. Ce qu'ils appellent les bugs, ce qu'ils appellent les dysfonctionnements, continuent allègrement. Les gens sont complètement perdus, ils ne comprennent pas trop bien ce qui se passe. Pourquoi est-ce qu'on continuerait à se faire verbaliser de façon illégale comme ça? Parce que c'est pas normal hein, d'être verbalisé de cette façon abusive. C'est abusif, on se fait racketter. Oui, c'est le sentiment qu'ont les gens, oui. Le collectif demande à la ville de rompre son contrat avec Streeteo. Face à la bronca, le maire Patrick Ollier a réagi. Et il est au secours, il est en train de casser mes lunettes, là, votre collègue. Moi, je suis très sensible au fait qu'Antenne 2 s'intéresse à la petite ville de Rueil. France 2, vous voulez dire? Hein? Oui, moi, je suis un vieux, moi. Patrick Ollier s'est engagé à rembourser tous ceux qui ont reçu des FPS entre le 1er janvier et le 15 février. Selon lui, 100 000 € au total. Il nous reçoit dans son bureau, entouré de ses conseillers. Il y a eu des problèmes pendant 1 mois et demi de bugs. C'est réglé. Aujourd'hui, nous avons les éléments de preuve que le service est rendu d'une manière, entre guillemets, normale. C'est un bug informatique. Quand votre téléphone que vous avez là devant vous ne fonctionne pas, ça s'appelle un bug informatique. Ça vous arrive jamais que votre magnifique téléphone portable ne marche pas? À ce moment-là, je le remplace rapidement. On a des dossiers de personnes qui ont reçu des FPS majorés le 10 avril, le 13 avril, je peux vous les laisser sur votre bureau. Oui, si vous bien voulez. sûr. C'est bien la preuve que les dysfonctionnements ont continué après. Ces cas vont être étudiés, il y en a quelques-uns. Vous en avez 2 là, c'est pas beaucoup. Il y en a quelques-uns certainement. Il y en a plusieurs. Qui passent. Ben, nous ne sommes pas informés de beaucoup de cas. Combien vous en avez reçu? Depuis le début, une trentaine. Une trentaine, voilà. Mais on est conscient de ça. Ces cas seront aussi étudiés, bien entendu. Le collectif anti-FPS parle d'au moins une cinquantaine de cas de bugs survenus après le 15 février. Quant au remboursement promis par la mairie, tous n'auraient pas encore été effectués. Ces nouveaux contrôles par lecture des plaques posent un autre problème. D'après la loi, la voiture LAPI ne peut servir qu'à faire des pré-contrôles. C'est ce que dit la Commission Informatique et Liberté. La CNIL exige qu'un agent en chair et en os se déplace pour constater que le stationnement n'a effectivement pas été réglé. Sinon, le FPS n'est pas valable. Cette loi est-elle respectée à Marseille? À en croire le primeur Gilles Torgman, la réponse est non. Je vous aide. Bonne journée. Au revoir. Il a reçu dans sa boîte aux lettres une quinzaine de FPS qu'il estime injustifiés. Voilà, donc ça, c'est tous les FPS que j'ai. Maintenant que c'est une voiture qui ne fait pas la différence entre les places payantes et les aires de livraison, à ce moment-là, on se reçoit le PV à chaque fois. On ne peut pas négocier avec une machine? On ne peut pas négocier, non. On ne peut rien négocier du tout. Il affirme n'avoir jamais vu d'agent à pied contrôler sa camionnette. Alors, à Marseille, des humains se déplacent-ils pour dresser les FPS après la tournée de la LAPI? Nous enfourchons notre scooter. Elle est passée? Nous allons questionner le chauffeur de la voiture LAPI. Bonjour. Bonjour, moi c'est Paul. On vient vous voir parce qu'on est en train de faire un reportage sur la réforme du stationnement. Au prochain feu rouge, on peut se parler? Non. Ah, s'il vous plaît. Il repart en fermant sa vitre. En fait, on veut savoir si vous les émettez automatiquement et a posteriori, ou bien s'il y a un contrôle en temps réel par un agent physique. Alors, comment vous faites pour reconnaître les macarons handicapés, par exemple? Ou pour distinguer des places de livraison et des places de stationnement payant?
crois qu'on n'aura pas de réponse. Quelques mètres plus loin, le chauffeur nous parle enfin. Bonjour. On peut pas vous répondre plus. Bon, on veut juste savoir comment fonctionne le système. Vous appelez le responsable, nous a dit restez en lieu. Vous allez à la mairie pour renseigner, vous répondrons. Et il y a des contrôleurs qui arrivent derrière à pied pour revérifier les pré-contrôles que vous faites. Vous entendez ce que je veux dire? Renseignez-vous à la mairie. D'accord. Eux, ils vous répondront. Et monsieur Ricard, il est là pour ça. Monsieur Ricard, c'est le conseiller municipal en charge du stationnement. Voilà des semaines que nous essayons de le joindre. Nous aimerions savoir si des agents à pied passent bien dans le sillage de la Lapie. Il finit par décrocher. Allô? Oui, bonjour, c'est Paul Gasnier d'Envoyé spécial sur France 2. Oui, je peux pas vous... Monsieur Gasnier, je le regrette, mais je ne peux pas vous parler. Que la ville de Marseille ne s'exprimera pas sur le sujet. Voilà, je reçois des ordres, je suis que conseiller municipal délégué à la circulation. Je ne fais que bosser, mais c'est pas moi qui détiens tous les pouvoirs. Voilà, je ne répondrai pas à vos questions. Voilà. Au revoir, monsieur. Au revoir. Pourquoi de telles consignes de silence? Qui pourrait nous dire si les FPS sont émis par des agents à pied? Peut-être les commerçants de Marseille. Nous en appelons plusieurs dizaines. Eux sont catégoriques, des agents, ils n'en voient jamais. Mettre des conservations à pied, ça fait bien longtemps qu'on n'en voit plus. Moi, j'en ai pas vu à pied, quoi. Enfin, on ne voit pas spécialement des agents qui contrôlent. Après, ils passent souvent en voiture, ils flashent, mais à pied, non, pas vraiment. Oui, moi, ça se fait automatiquement maintenant. Je vois que la voiture, moi. Vous savez, la voiture en radar. Ils réussissent à mettre des PV sans se déplacer. Des contrôleurs décidément très discrets. S'il est confirmé que les FPS ne sont pas émis par des agents à pied, cela pourrait coûter cher à la ville de Marseille. La CNIL pourrait lui infliger plusieurs millions d'euros d'amende. Dans toutes les villes de France, ces nouveaux contrôles systématiques créent beaucoup de tensions. Les relations entre agents et automobilistes se détériorent. À Paris, les agents Movia que nous suivons sont régulièrement insultés. Et les riverains, comme celui qui nous apostrophe, ne semblent pas beaucoup les aimer. N'oubliez pas de dire que c'est de l'acharnement. Pourquoi c'est de l'acharnement? Toute la journée. Moi, personnellement, c'est vrai que je me sens pas du tout en sécurité. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les gens? Ah, mais vraiment des insultes, si vous voulez que... Allez-y, Bah, vous faites un travail de merde, vous emmerdez les gens, vous avez que ça à faire. Une tension et parfois des altercations entre agents et automobilistes. Un riverain a filmé ces images depuis son balcon. On y voit une équipe de 3 contrôleurs Movia avec leurs gilets gris. La jante en bas à gauche est en pleine dispute avec l'automobiliste en noir, à droite. Il semblerait que la jante ait perdu son sang-froid. Ses 2 collègues tenteraient de la calmer. De plus en plus souvent, le ton monte. Comme si ce nouveau système électronique mettait automobilistes et contrôleurs sous pression. Le président de Movia, Xavier Heulin, défend ses troupes. Nos contrôleurs sont des agents assermentés et titulaires d'une mission de service public. Si il y a des contrôleurs de chez Movia qui se comportent mal et ils pourraient être sanctionnés, nous soutenons nos collaborateurs dans l'agressivité que les usagers leur portent malheureusement sur le terrain. La colère des automobilistes peut-elle s'expliquer par des contrôles trop fréquents? Si nous parlons de Paris, nous réalisons 23 000 contrôles par jour. 23 000 contrôles sur un total de 56 000 places dans les 6 arrondissements que nous contrôlons. Ce qui veut dire une place sur 2 contrôlée par jour. Je ne pense pas que nous puissions parler d'une pression exacerbée du contrôle. Je ne crois pas que ce soit du matraquage ou du harcèlement. Et si les tensions venaient de la cadence qu'impose ce nouveau système aux agents de contrôle? Nous avons rencontré plusieurs salariés de Striteo, la société concurrente de Movia qui gère le stationnement dans les 2 tiers de la capitale. Ces 2 anciens agents ont accepté de nous raconter leur expérience. Ils veulent rester anonymes.
Ils affirment que Striteo leur aurait imposé de contrôler 600 voitures par jour. Un rythme qu'ils jugent intenable. 600 contrôles, ça fait 600 voitures, 600 véhicules, mais il fallait les faire. C'était un peu la course contre la montre, voilà. C'était 600, il fallait faire les 600. Pour ma part, moi, ça m'est arrivé que le chef d'équipe appelle, dise voilà, t'as fait tant de contrôles, il faut que tu arrives à temps d'ici 1 heure. C'est bientôt la fin, dans 1 heure, il faut que tu aies fait tant. Atteins ton objectif. Moi, personnellement, j'ai jamais rempli l'objectif. Jamais. J'ai jamais rempli l'objectif. Matin, après-midi, on recevait un SMS de notre chef d'équipe en nous disant voilà, à telle heure, vous étiez à tant de contrôles, l'après-midi, à tant de contrôles. C'était de la pression. D'autres agents Striteo nous ont confié des messages qu'ils auraient reçus quotidiennement de la part de leur chef d'équipe. Des messages qui apparaissent pressants. Dans le jargon, un scan signifie un contrôle. Bonsoir, 542 scans dont 101 FPS. Bien, cela serait encore mieux si tu pouvais faire 700 scans par jour et autant de FPS. Bonjour, 469 scans dont 77 FPS. Tu es en retard sur les objectifs de 700 scans. Ce message a été envoyé à 22h12. Bonsoir, 414 scans, dont 65 FPS. Insuffisant. Nous avons interrogé par email Striteo sur cette pratique. La société répond qu'elle investit dans le bien-être de ses salariés et que ces envois de SMS sont des initiatives prises en dehors des process réglementaires de l'entreprise. La pression aux chiffres dénoncés pourrait-elle pousser certains agents à la faute ? Ça a incité justement certains petits jeunes à faire n'importe quoi. Ils voulaient tellement aller vite qu'ils ne prenaient même pas le soin de regarder sur le pare-brise des usagers s'il y avait une carte d'handicapé, s'il y avait une carte de résidence, s'il y avait une carte professionnelle. Les gens ne faisaient même pas le tour du véhicule. Donc il n'y avait aucune... C'était pas consciencieux, c'était vraiment fait à la va-vite. Le gars, il a vu qu'il pouvait apposer son FPS, et tout de suite, il sortait son imprimante, et bam. Et ce n'est pas tout. Les agents que nous avons rencontrés nous ont aussi parlé d'une pratique encore plus douteuse. Comme s'il s'agissait d'une compétition sportive, les chefs d'équipe félicitaient les employés du jour. Ils envoyaient à tous les salariés des emails intitulés « Podium ». Je m'associe à toute l'équipe pour féliciter les 3 agents qui ont été les plus performants. Médaille d'or, Jules, qui a réalisé 561 contrôles et a posé 144 FPS. Médaille d'argent, Clémence, 471 contrôles, 133 FPS. Médaille d'or du plus grand nombre de FPS, Rose, qui en a apposé 148. Une agente distinguée pour avoir distribué le plus grand nombre de FPS. D'après nos témoins, cette pratique aurait cessé depuis quelques mois. Comment expliquer cette course aux résultats déplorée par les agents ? Les sociétés privées subissent-elles elles-mêmes une pression de la part de leurs donneurs d'ordre, en l'occurrence la mairie de Paris ? Nous avons récupéré le contrat que la ville a passé avec les sociétés Striteo et Movia. La mairie impose aux prestataires un nombre de contrôles minimum obligatoire. Ces objectifs chiffrés s'élèvent pour Striteo à 51 654 véhicules par jour. Si ces prestataires n'atteignent pas ces objectifs, ils devront payer des pénalités. 10 000 € minimum chaque jour où l'objectif n'est pas atteint. Striteo aurait déjà été sanctionné à plusieurs reprises. Les 2 sociétés privées ont accepté un cahier des charges. Et le président de Movia, Xavier Heulin, tient à faire une précision. Notre société n'est absolument pas intéressée à l'émission des FPS, ni à l'encaissement des FPS. Il faut le dire et il faut le répéter, parce que nous n'avons aucun intérêt, un contrôleur n'a aucun intérêt à mettre à FPS. Nous devons réaliser un nombre de contrôles, pas un nombre de FPS pour le compte de la ville de Paris, un nombre de contrôles. Et cela s'applique aussi à Striteo. Que pense le donneur d'ordre, la mairie de Paris, des pratiques dénoncées par les anciens contrôleurs de la filiale d'Indigo ? Nous avons rendez-vous avec l'adjoint de la maire Anne Hidalgo, Christophe Najdowski. Cet élu occupe l'un des postes les plus sensibles du moment. Il gère le dossier épineux des transports et du stationnement. Il n'en démord pas, la réforme est un succès. Ce que l'on observe dans les rues de Paris, et chacun peut le voir, c'est que nous avons moins de véhicules ventouses, nous avons plus de places disponibles pour les usagers. Au final, on a moins de temps à passer pour trouver un emplacement pour se stationner. Et au final, donc, c'est un meilleur service aux usagers.
ce sont effectivement des contrôles qui sont plus nombreux qu'avant. Mais l'objectif, ce n'est pas, de contrôler les gens. L'objectif, c'est de faire en sorte qu'il y ait tout simplement des pratiques normales qui s'instaurent. Nous lui montrons des extraits de nos interviews, où les ex-agents de Striteo évoquent leurs conditions de travail. Moi, personnellement, j'ai jamais rempli l'objectif. Jamais. C'était de la pression. Ce sont des agents qui portent les couleurs de la mairie de Paris. Est-ce que vous étiez au courant de cette situation? Je ne sais pas quand est-ce qu'a été tournée votre vidéo. Peut-être que c'était il y a quelques jours. Alors, si vous me dites que c'était il y a quelques jours, donc dont acte. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a aussi donc des instances donc pour réguler donc l'activité, contrôler cette activité. Et donc, si on peut, en savoir plus sur l'activité de Striteo, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, moi? On ne peut pas avoir l'œil sur tout. Donc, Après, il y a des pratiques comme ces textos de pression que les salariés de Striteo reçoivent très tard le soir de leur chef, qui leur dit « Bon, voilà, le nombre de FPS que tu as mis et de contrôles que tu as fait est insuffisant, c'est pas bien, fais mieux la prochaine fois. » Là, il y a une deuxième page de texto. Est-ce que vous allez revoir les objectifs à la baisse pour l'année prochaine? Écoutez, bon, vous savez, vous mettez des choses comme ça sous les yeux, ce sont des choses que j'ignore. Voilà, comment voulez-vous que moi je réagisse par rapport à ça? Évidemment que non, c'est pas un type de management qu'on souhaite, voilà. On veut juste savoir si la mairie de Paris est au courant des conditions de travail en interne chez Striteo. Évidemment que je suis pas au courant de tout. Je peux pas être au courant de tout, quoi. Enfin, merde, quoi. Faites chier. À l'hôtel de ville, ce dossier semble exaspérer les élus. Sans doute parce que la mairie a déjà fait les frais de pratiques étonnantes. En février 2018, un chef d'équipe démissionnaire de Striteo poste sur Internet cette vidéo choc. Il affirme que la société aurait gonflé le nombre de contrôles effectués pour satisfaire les objectifs de la mairie. Et en fait, Striteo triche par rapport au contrat de la mairie de Paris. On tape des plaques juste pour rentrer dans notre quota. Et ça, c'est tout à fait illégal. J'ai décidé de les dénoncer. Il explique que dans les locaux de Striteo, les agents auraient rentré des listes de plaques d'immatriculation dans leur ordinateur de poche, comme s'ils étaient sur le terrain. Là, pareil, bande d'escrocs. Ces soupçons donnent lieu à des passes d'armes au Conseil de Paris, notamment dans les rangs de la gauche. On est face à une entreprise de voyous. Non mais disons-le. Non mais écoutez, vous vous rendez compte? On est face à une situation vraiment d'escroquerie. Donc, mes chers collègues, il ne faut pas simplement le dénoncer. Il faut absolument exiger de la ville de Paris qu'elle opère une rupture unilatérale du contrat qui la lie avec l'entreprise Striteo. Dans un mail que Striteo nous a adressé, la société évoque un incident grave dans la chaîne managériale et affirme avoir pris ses responsabilités. Pour l'entreprise, il s'agissait de cas isolés. Nous avons rencontré un ancien salarié qui souhaite rester anonyme. Lui affirme au contraire que cette pratique était généralisée. Tous les chefs d'équipe étaient au courant de cette histoire. Mais on lui a dit que c'était vraiment strictement interdit. Il rigole, il me dit oui, c'est interdit, mais on n'a pas le choix, il faut le faire. Ça vient pas de moi, ça vient de là-haut. Chaque fois, c'était la même réponse. C'est là qu'on vraiment on a su que c'était pour faire montrer à la mairie de Paris comme quoi ils ont fait leur quota. Il fallait faire le chiffre. L'hôtel de ville a porté plainte contre X. Une enquête préliminaire a été ouverte pour faux usage de faux et escroquerie. Striteo ne commente pas la procédure en cours. Malgré les bugs informatiques et les entorses présumées à la loi, les mairies françaises n'ont pas l'intention de faire marche arrière. Elles affirment qu'il est bien plus facile aujourd'hui de se garer. Bonsoir Éric Bonsoir, Delay. Élise. Vous êtes le maire UDI de Laon, une ville moyenne de l'Aisne, 27 000 habitants. D'abord, une première réaction à notre enquête. Qu'est-ce que vous en pensez?
J'étais vraiment interpellé par le reportage parce qu'il y a vraiment une politique du chiffre. Il faut faire du chiffre à tout prix, il faut faire de la rentabilité, il faut alimenter les caisses de la commune. Donc ça, c'est vraiment, il y a une vraie déshumanisation, je trouve, dans cette gestion du stationnement et le contrôle du stationnement. Il y a une perte de sens sur le service public de stationnement et pourquoi on met en place une politique de stationnement. Il n'y a pas cette relation de proximité entre la commune et le citoyen pour faire preuve de pédagogie. Il n'y a aucune pédagogie, effectivement, dans cette approche. Alors vous avez fait un choix, mais alors radicalement différent, celui de la gratuité. Expliquez-nous. Simplement, la loi qui portait réforme du stationnement au 1er janvier, mais c'est une véritable usine à gaz. Parce qu'elle allait nous obliger à augmenter de manière très significative nos tarifs de stationnement si on voulait maintenir une amende qu'on appelle maintenant les forfaits post-stationnement, mais suffisamment dissuasive par rapport aux automobilistes qui ne paieraient pas leur stationnement. Il fallait changer les équipements. Et puis, regardez, moi, quand je vais effectivement en ville, à Paris, devant un eurodateur, combien de fois je vois des personnes qui viennent me demander de l'aide parce qu'elles ne savent pas comment se servir de l'eurodateur, rentrer, ils sont perdus. Effectivement, nos usagers sont perdus. Alors vous avez mis en place des zones bleues. Ça veut dire que vos administrés, s'ils respectent ces zones bleues, s'ils respectent les durées de stationnement, ils ne paient rien du tout? Absolument. Mais il suffit d'avoir ce disque, alors qu'on a distribué dans le journal municipal. Il suffit d'indiquer son heure d'arrivée. Et alors, selon que vous êtes en hypercentre ou plus en périphérie, vous aurez une durée limitée de 1h30 ou une durée de 3 heures qui vous permettra de faire vos courses, qui vous permettra d'aller accomplir vos formalités administratives. C'est gratuit, mais quand vous allez faire vos courses dans un hypermarché en périphérie, c'est gratuit aussi. Donc, vous vouliez que ce soit pareil, en fait, Absolument. pour les petits commerces. Tout à fait. Est-ce que c'est un sacrifice pour votre budget, pour le budget de la mairie, oui ou non? Alors, pour un budget d'une mairie comme la nôtre, c'est une goutte d'eau. Mais pour le consommateur, on lui a rendu 160 000 € de pouvoir d'achat qu'il peut utiliser à loisir pour aller dans les commerces de proximité, de centre-ville. Justement, votre objectif, c'était, j'imagine, aussi à terme de redynamiser le centre-ville. Oui, bien sûr, c'était un signal fort qu'on voulait envoyer en direction, bien sûr, des commerçants. On a des vraies problématiques dans nos villes moyennes. On est dans le plan Action Cœur de Ville qui a été mis en place par l'État. Oui, les commerces qui ferment notamment. On a des vacances commerciales qui sont très, très importantes. Et donc, on souhaitait... C'est un facteur aussi pour redonner de l'attractivité à nos centres-villes. Alors, il n'y a pas que ce facteur-là, mais il y contribue de manière forte, significative, je pense. Et puis, on a mis en place tout un certain nombre d'actions autour de boutiques éphémères, boutiques à laisser, parapluies de couleurs dans les rues piétonnes, pour essayer de redonner effectivement de l'attractivité à nos centres-villes. Plus globalement, qu'est-ce que vous pensez de la délégation de services publics sur ces problèmes de stationnement payant? Et moi, je préfère une approche en régie parce que nos policiers municipaux, nos ASVP sont sur le terrain, au contact direct des habitants et peuvent faire cette pédagogie du stationnement et du contrôle et du pourquoi. Ce qu'on ne trouve pas dans ce type de délégation de service public, où vous avez des objectifs dans le contrat, c'est vous devez en faire tant par an, et si vous ne les faites pas, vous avez une pénalité très forte. Donc ça veut dire que vous comprenez les automobilistes qui parfois parlent de racket. Je peux comprendre qu'effectivement cette politique du chiffre puisse, dans l'esprit effectivement des automobilistes, s'apparenter à du racket, je le comprends. Merci à vous, Éric Dolay. Merci beaucoup. Redouane Faïd a été interpellé il y a un peu plus d'une semaine après 3 mois de cavale. Sa retentissante évasion en hélicoptère du centre pénitentiaire de Réau a mis la police sur les dents. Il faut dire que par 2 fois, il a réussi à s'enfuir de manière spectaculaire de prison. Ce soir, vous allez découvrir un entretien inédit. Il date de 2009, au moment où Redouane Faïd était un homme libre et se disait repenti. Les braquages, la prison, la liberté, il se livre comme jamais avec des phrases qui semblent prémonitoires. Redouane Faïd, la confession secrète, c'est un document de Romain Boutillier, Olivier Gardet et Alexandra Koskerik. 1, 2, c'est un concert ou quoi? C'est une vidéo inédite, jamais diffusée. Nous sommes en août 2009. Redouane Faïd se raconte face caméra. Je suis né à Creil, en 1972, au plateau ouvert de Creil. On est une famille de 10 enfants, je suis plus petit. J'ai une scolarité des plus normales. Ensuite, on a déménagé à la Cavée de Paris, où j'ai habité. Il est sorti de prison il y a 4 mois. Cet enregistrement est destiné à des scénaristes de films de gangsters. Redouane Faïd veut les convaincre d'adapter sa vie au cinéma. 3 heures de confession au ton prémonitoire.
Tu penses bien que pendant des années, j'ai pensé à m'évader, moi. Je me suis pas préparé à sortir, à être normal, à être cool, à avoir un compte en banque et tout. Encore là, ce matin, je suis sûr, j'y crois pas. J'ai dit, putain, ça va quand même. Je dis, ça fait du bien, quoi, putain. T'as pensé à t'évader, donc? Ah oui, bien sûr, j'ai essayé même. Hein. Bien sûr. Oui, tu m'enfermes pas comme ça. Moi, jamais j'ai cru que j'allais faire 10 ans et demi, mais ça va pas la tête, là. Bon, il y a eu des fuites. Le braqueur parle ici de son premier séjour derrière les barreaux. 10 ans de détention après une condamnation pour vol à main armée. Déjà, il n'a qu'une obsession, s'évader. Ma force de vie, ma force de liberté, je suis épris de liberté, ça, laisse tomber, ça. C'est envahissant même, carrément. Mais cette fois-là, tous ses plans seront déjoués. Moi, jamais de ma vie, j'ai cru que j'allais faire 10 ans de prison. Jamais de ma vie. Je vais me faire la balle. Les potes, ils vont me dire, on va tout faire péter. Tu sais ce que je veux te dire, là. Mais ça va la tête, et puis on va leur refaire des fourgons. C'était comme ça, moi, dans ma tête. C'était gangster, gangster, gangster. Hein. Vous n'allez pas m'énerver. Tu sais ce que je veux dire, on va tout faire péter. Pendant cette première incarcération, Redouane Faïd va changer 16 fois de prison, passer 6 ans au total dans un quartier à l'isolement. Il n'a aucun contact avec les autres détenus. À l'entendre, la dureté de ses conditions de détention a renforcé sa détermination. La prison, c'est dur. C'est un choc émotionnel qui est énorme. C'est beaucoup de temps perdu. C'est du temps que tu retrouveras jamais. C'est de la souffrance. C'est la souffrance de voir les autres souffrir. T'es mis à nu, quoi. Tu vois ce que je veux te dire? T'as intérêt à être super fort. Alors, je suis peut-être un trompe-la-mort dehors, parce que je me suis pas fait tirer dessus, je suis pas mort aujourd'hui, mais je suis un miraculé d'enfermement. La prison, c'est un combat. Hein. Le matin, moi, je me réveillais à 6h du matin. Mon matelas, je le soulevais, je mettais tous les sacs devant, je m'empêchais de dormir, si tu veux. Ou de m'allonger ou de m'asseoir, c'est pour pas me ramollir. Je restais debout, je faisais mes pompes. J'avais 1h le matin, 1h l'après-midi, je restais 22 heures dans la cellule. Hein. Car l'isolement, c'est dur. Hein. C'est une petite promenade comme ça avec un grillage. Cet entretien fleuve a été réalisé par une productrice de cinéma. Véronique Gilles est devenue amie avec Redouane Faïd au printemps 2009, après l'avoir rencontré par hasard dans un café parisien. Bon voilà, donc le bar Les Parigots, où j'ai rencontré il y a 10 ans Redouane Faïd. Et pourquoi là? Parce que moi je venais très souvent boire un café ici. C'était presque mon bureau tellement je venais. Et lui travaillait ici dans une agence d'intérim. Et les fenêtres donnaient exactement sur la terrasse du café. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, où on a passé beaucoup de temps à discuter. Très vite fascinée par ce beau parleur et par son histoire, elle propose à Redouane Faïd de réaliser un de ses rêves, tourner un film inspiré de sa vie. C'est elle qui pose les questions sur cette vidéo qui, à l'époque, n'a pas vocation à être diffusée au grand public. Elle a juste besoin d'une maquette pour démarcher les producteurs. Je vais devoir donner du matériel à mes scénaristes et il faut que j'ai quelque chose sur des images où il me raconte ce qu'il a fait. Et très vite, je lui ai proposé de l'interviewer. Il y a quand même peu de braqueurs qui n'ont pas peur de raconter leur vie, qui s'analysent, qui n'ont pas peur de dire les choses et qui n'ont pas peur de le dire face caméra. Devant l'objectif, Faïd parle sans filtre. Il évoque avec exaltation son passé de braqueur. Tu sais, quand j'ai fait ces conneries-là, je te dis par nécessité, après par goût, je sais pas, par faiblesse, mais à un moment, t'as envie de les faire. T'es passionné par ça. C'est ton métier. Tu te lèves avec ça, tu dors avec ça. Même quand t'es en vacances, je vais pas dire que t'es pressé de revenir, mais tu penses à ça. T'es toujours conditionné. Il y a toujours une partie de toi-même qui appartient. Parce que t'es un braqueur de fourgon blindé. T'es un braqueur de banque. Ton esprit doit tout le temps être éveillé. Tout le temps. Tu dois jamais faiblir. Comme t'as de la réussite, t'es conforté, ce que je disais tout à l'heure, t'es conforté dans l'idée de maîtriser n'importe quelle situation. Limite un sentiment d'invincibilité. Il peut plus rien m'arriver, ce que je fais c'est bien, et t'en fais un métier. C'est ça le banditisme. T'en fais un métier. Redouane Faïd s'est toujours dit accro à l'adrénaline des braquages de fourgons. Au point d'en oublier les victimes jusqu'au jour du procès, dit-il. Et là, tu prends avec exactitude l'ampleur de la gravité du préjudice moral que tu crées aux gens. Parce que le simple fait de braquer quelqu'un,
ça peut avoir des conséquences pour lui, même si tu le frappes pas, même si tu l'insultes pas, même si... Et ça, tu t'en rends pas compte. Tu t'en rends compte quand tu passes en procès. Lorsqu'il prononce ces paroles, Redouane Faïd se dit rangé. Il dépeint à la productrice de cinéma le quotidien d'un salarié ordinaire, heureux de profiter de sa liberté retrouvée, quitte à verser parfois dans le lyrisme. Juste rapidement, ta vie aujourd'hui? Ah, ma vie aujourd'hui, je suis attaché commercial chez Branit. Ne rigolez pas. Ne rigolez pas, sérieux. Enfin, sérieux, ça fait marrer tout le monde. Je suis attaché commercial dans une société, ça se passe très bien. Je démarche les entreprises pour savoir s'ils ont besoin du personnel intérimaire. J'ai un patron, il est fantastique. Du lundi matin à 6h30 du matin jusqu'au vendredi soir, 19h-20h, je suis pris au boulot. J'aime mon travail, je prends le RER comme tout le monde, je discute avec des gens. Non, sérieux, c'est nickel. Moi, je crois que la vie, c'est un truc de fou. Des fois, je me prends un petit sandwich, je vais sur la berge, là, c'est derrière République, là, tu vois. Je m'assis là, je vois les arbres pousser, je regarde, putain, c'est magnifique, il y a des super feuilles et tout, c'est canon, quoi. Je m'émerveille pour un rien, c'est super, c'est canon. Je redécouvre tout un petit peu, comme si tu renaissais. Mais tu sais, quand t'es en cavale, quand t'es en prison, quand t'es dans la clandestinité, quand t'es dans le banditisme, tout est défaussé. Tu crois que t'es dans le vrai, mais c'est une prison qui porte pas son nom, qui n'a pas de barreau. Parce que ça, c'est la vraie liberté. Je veux dire, tu payes avec une carte de crédit, tu te caches pas, t'as pas l'angoisse ou les soucis, c'est de la police, tu traverses, t'es pas là à tourner ta tête comme ça, tu sais, à savoir si y a quelqu'un qui t'a reconnu ou pas, tu sursautes pas quand t'entends ton prénom. Ça, au début, j'ai eu du mal. Redouane, hop, ouais, c'est bon, tu peux m'appeler Redouane, ça va. C'est ce que je veux te dire. Parce qu'avant, il fallait pas qu'on dise mon prénom parce que j'étais en cavale, etc. Tu vois. Et c'est ça, tu vois, tu te rends compte finalement que t'étais pas dans la vraie vie, même quand t'étais en cavale. Et là, c'est appréciable, c'est même inimaginable. Je prends ma retraite, je laisse ma place aux autres. Bonne chance. Hein. Ah ouais. Est-il vraiment sincère? L'ex-braqueur endosse en tout cas son rôle de repenti avec énergie. La vie de bandit, c'est que de la vie de merde, vous savez, vous faites souffrir tout le monde. Assurant la promotion de son autobiographie, témoignant dans des documentaires. Braquage spectaculaire pour lequel il a passé 10 ans en prison. Redouane Faïd répète à qui veut l'entendre qu'il a définitivement raccroché. Mais le journaliste Frédéric Ploquin n'en croit pas un mot. Familier des policiers comme des voyous, il le côtoie à cette époque très régulièrement et décrit un homme manipulateur. J'ai jamais cru au fait que Redouane Faïd avait tourné la page. Et non seulement j'ai jamais cru, mais je crois qu'il n'a même pas essayé de me le faire croire. Parce que quand je le côtoyais et qu'il venait me voir, je voyais bien un certain nombre d'attitudes, de réflexes, de mouvements, de petits rendez-vous qui pouvaient se produire pendant qu'on était ensemble, que ce garçon-là n'avait pas du tout abandonné l'idée d'être un grand voyou. Au contraire, ce qui transparaissait, c'est « tu verras, Frédéric, un jour, je serai meilleur, plus fort ». Que ceux dont tu as parlé dans tes livres, les Francis Lebège, les Jacques Mérine, etc. Jean-François Mogard est l'un des policiers qui connaît le mieux Redouane Faïd. Pendant 22 ans, il a traqué et arrêté plusieurs fois le braqueur de Creil. En 2010, ses collègues et lui soupçonnent un double jeu médiatique et décident de le suivre à la trace. On ressent ça vraiment comme une diversion. Regardez par là, les gars, parce que en fait, c'est là où j'apparais. Et regardez pas par là, parce que c'est la zone d'ombre où je peux manipuler, où je peux faire les choses. Son instinct, c'est ils me connaissent, ils savent ce que je sais faire. Donc, montrons-leur à outrance que je suis un repenti, que c'est définitivement que mes démons sont enterrés. Rajoutons-en. Je suis coupé qu'à ça. Je fais que ça. Tout ça, c'était le passé. Mais toujours, ces interventions, autant télévisuelles que par le bouquin, avec cette espèce de sourire ironique et avec cette délectation qui, moi, me fait dire que jamais il décrochera, quoi. Son intuition semble se confirmer. En mai 2010, Redouane Faïd est suspecté d'être le cerveau d'une tentative de braquage qui a mal tourné. Une jeune policière municipale, Aurélie Fouquet, est morte sous les balles. Il n'est pas présent sur place le jour du braquage, mais la veille, une caméra de surveillance l'a filmé. Il est au volant de cette voiture volée, suivi par 2 camionnettes,
celle des braqueurs auteurs de la fusillade du lendemain. Redouane Faïd est identifié dans une station-service où il semble être en repérage. C'est la première fois que je vois un personnage de ce type qui en fait va vivre sa vie de bandit comme un scénario de film. Et c'est là où il devient dangereux parce qu'en fait, on sait très bien qu'un film c'est 1h30, 2 heures et que finalement tout le monde rentre chez soi après. Là, ça laisse des traumatismes importants. Et quand Aurélie Fouquet décède, c'est bien l'illustration de cette non-maîtrise de l'événement et que là on est ancré dans la réalité, on n'est pas dans l'onirisme, on n'est pas dans le film. C'est le début d'un engrenage où il va enchaîner évasion et cavale pendant 8 ans. Redouane Faïd est incarcéré à Sequedin, une prison haute sécurité dont il s'échappe pourtant de façon spectaculaire en 2013. En 20 minutes, il fait sauter les portes à coups d'explosifs. Au bout de 6 semaines de cavale, le fugitif est cueilli dans un hôtel au saut du lit, en caleçon et en perruque. Redouane Faïd se déguisait pour ne pas être reconnu. Sur les caméras de surveillance de l'hôtel, on le voit affublé de faux cheveux, de lunettes et d'une barbe. Une technique qu'il avait adoptée dès les années 90 pour échapper aux policiers après ses premiers braquages. Tu rigoles, mais avant, j'ai essayé de pousser mes cheveux ici, et je mettais une petite perruque là comme ça. Alors elle était énorme, alors retaillée avec des ciseaux, tu sais, pour qu'elle vienne exactement. Alors j'ai essayé de pousser mes cheveux, ni vu ni connu, je t'embrouille. Et hop, tu circulais. Une petite paire de lunettes, tranquille, et puis ça t'aidait un petit peu à circuler. Bon, je le dis en rigolant, mais c'était pas marrant à l'époque. Mais aujourd'hui, j'en rigole. Aujourd'hui, t'en rigoles. À l'époque, j'étais comme ça, sans ma vie que c'est vrai, parce que t'as peur. Lorsqu'il est en fuite, le braqueur de Creil utilise souvent les mêmes stratégies. En 2013, il se fait passer pour un VRP. Départ de l'hôtel à 7h, retour à 20h pour ne pas éveiller les soupçons. Il se comporte comme un fugitif. Il est discret, il essaie de ne pas se faire remarquer. Il se crée même, entre guillemets, une légende. Il est VRP, il essaie d'être passe-partout, d'être un passe-muraille, de ne pas se faire remarquer. Il a un look qui n'attire pas l'attention, qui fait penser à des tas de gens que vous croisez dans le métro ou dans votre voiture quand vous êtes dans les bouchons. Donc pas forcément quelqu'un sur qui vous vous retournez d'entrée, et en tous les cas, quelqu'un qui n'attire pas l'attention s'il y a un contrôle. Malgré toutes ces précautions, Redouane Faïd a toujours été rattrapé. Quand t'es en cavale, t'as plus d'identité, t'existes plus, tu le sais pas ça quand t'es en cavale. Hein. Tu vois, tu te sens fort, tu te sens ci, tu te sens ça, mais c'est toi qui subis tout ce qui bouge. Hein. Tu es submergé par l'engrenage, par la spirale infernale qui s'abat sur toi, quoi. Tu vois ce que je veux te dire? Et puis bon, t'essaies de résister. Et puis un jour, il y a 2 cases, hein. C'est la mort ou c'est la prison. Et à la prison, le voyou préférera à chaque fois l'évasion. À l'été 2018, il est incarcéré ici, à Réau. Extrêmement surveillé, à l'isolement, il est fouillé à chaque déplacement. Pourtant, il va encore réussir à organiser une évasion digne des plus grands films d'action. Le dimanche 1er juillet dernier, à Lognes en Seine-et-Marne, un commando cagoulé et armé de Kalachnikov vient de prendre en otage un pilote d'hélicoptère. Il l'oblige à voler en direction de la prison de Réau, à 30 km de là. Le pilote est sommé de survoler la cour d'honneur, la seule zone dépourvue de filets de protection. Olivier, l'un des surveillants présents ce jour-là, assiste impuissant à l'incroyable scénario imaginé par Redouane Faïd. Le commando il descend de l'hélicoptère, 2 personnes, un qui tient une discuse et un autre qui balance des fumigènes vers la porte d'entrée et ainsi que vers le PCI. Qu'est-ce que vous vous dites? Redouane Faïd va s'évader. Ils sont habillés en tenue paramilitaire avec cagoule. Et là, on voit un autre membre de commando qui est en train de tenir un pistolet sur la tête du pilote. C'est une scène de guerre, en fait. C'est vraiment une scène de guerre. Là, on commence à voir vraiment la hauteur. Le temps qu'ils descendent de l'hélicoptère et
ramène Redouane Faïd, ça a duré 8 minutes 48 à peu près sur mon à peu près. Donc on le voit sortir, il ne laisse rien apparaître sur son visage. Il savait que bon, voilà, ça allait réussir, et tout serein et sûr de son affaire. Les seuls mots de Redouane Faïd seront adressés au pilote. Je suis pas un terroriste, je suis pas un tueur de flics, je suis un braqueur. Allez, vas-y, décolle. Depuis leur cellule, les détenus filment et applaudissent. En à peine 10 minutes, sans un coup de feu, Redouane Faïd vient de se faire la malle pour la seconde fois en 5 ans. Un camouflet pour l'État français, une provocation pour les policiers qui l'avaient attrapé en 2013 et qui, une nouvelle fois, vont devoir prendre des risques pour le traquer. C'est une incompréhension. On se demande, mais comment c'est possible ? Comment c'est possible alors que ce gars n'a de cesse de vouloir s'échapper. C'est quelqu'un, quand il arrive dans un endroit, il regarde les issues de secours, il regarde les portes, il va... Et voilà, on savait qu'en prison, en gros, il comptait les pas entre les accès à la cellule, les portes de sortie. Donc c'est un gars, il a 25 ans de prison à tirer. Donc à part s'évader, à quoi il peut penser tous les jours ? Il ne pense qu'à ça. Donc, on le sait. Donc, comment c'est possible qu'il s'évade ? En fait, la question est là. Il faut encore mobiliser 3000 policiers et gendarmes pour une nouvelle chasse à l'homme. Mais très vite, le fugitif le plus recherché de France commet des erreurs. Il est d'abord aperçu en Seine-Saint-Denis, à visage découvert, circulant à bord d'un utilitaire avec un complice. Mi-juillet, il s'enfuit avec son frère après une course-poursuite avec les gendarmes. On le voit ici tenir une sacoche contenant son arme. Fin septembre, les enquêteurs en sont sûrs. Redouane Faïd n'a pas l'argent pour fuir à l'étranger. Il est en cavale dans son fief de l'Oise, près des siens. On se dit, tiens, en fin de compte, il n'est peut-être pas si loin que ça. Il est peut-être encore en région parisienne et peut-être même à Creil. Et de fil en aiguille, on arrive à identifier un individu, puis 2, puis 3, des voitures qu'ils peuvent utiliser, des téléphones portables qu'ils peuvent utiliser. Et on arrive à cet immeuble où on se dit, il doit être là. À quelques centaines de mètres de l'appartement familial des Faïd, à Creil, les enquêteurs surveillent de près une femme soupçonnée de loger le fugitif. Un détail troublant va attirer leur attention. On s'est rendu compte que cette femme qui nous intéressait pouvait véhiculer des individus grimés, et notamment porteurs de burqa. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit que peut-être, sous l'une des burqas en question, il pouvait y avoir Redouane Faïd. C'est possible parce que c'est quelqu'un qui est assez calculateur. Hein. Bon, ça c'est clair, hein, qu'il a pu se dire, effectivement, on n'osera pas contrôler quelqu'un en burqa, c'est peut-être un peu plus compliqué pour les policiers, ou tout simplement parce qu'il s'est dit qu'en fin de compte, c'était peut-être encore le meilleur moyen de passer inaperçu, d'être presque le plus visible possible pour être invisible. À 4 h du matin, comme le montrent ces photos inédites, 80 policiers de la brigade de recherche et d'intervention encerclent l'immeuble et lancent l'assaut. Après 94 jours de cavale, clap de fin. Une nouvelle fois, le braqueur est arrêté au saut du lit, cette fois-ci en djellaba et sans perruque. Redouane Faïd était dans son lit, donc rapidement, il a entendu arriver, dès que la porte a été cassée, il s'est réveillé, mais il a vite compris qu'en fin de compte, il pourrait pas s'échapper premièrement, et que c'était pour lui, c'était de nouveau retour à la case prison. Donc il n'a rien dit de particulier, un peu abasourdi quand même, un peu surpris, bien évidemment, et puis il a dû se refaire toute l'image de sa cavale et de se dire c'est bon, ils m'ont encore eu, quoi. Et donc je vais y retourner. Depuis une semaine, le braqueur est de nouveau derrière les barreaux. Menotté à chaque déplacement, surveillé en permanence par 3 gardiens. Un retour à l'isolement, un face-à-face avec lui-même, comme il l'avait déjà vécu et raconté dans sa vidéo il y a 9 ans. Quand pendant 10 ans, tu es dans 9 mètres carrés, et c'est ça que tu vois. Tu vois le mur là. Tu vois que ça. Tu as une petite fenêtre comme ça avec des barreaux, triple barreaux.
Parce que quand tu es dans les QHS, quand tu es dans les quartiers d'isolement, soit on te casse, soit tu deviens féroce. Choisis d'être féroce, ne choisis pas d'être cassé. Mais essaye toujours de te maintenir, de pas trop t'envoler dans la férocité. Pourquoi? Parce qu'après, tu vas avoir un ressentiment envers la société. Et les gens normaux, ils t'ont rien fait, eux. Donc, faut vraiment, tu sais, faut pas aller dans la haine. Redouane Faïd défiera-t-il encore une fois les autorités en essayant de s'évader? Il a entamé une grève de la faim pour protester contre ces conditions de détention. Il risque de passer encore plusieurs dizaines d'années en prison. Depuis quelques mois, à Gaza, on voit des dizaines de jeunes éclopés dans les rues, amputés d'une jambe après avoir été blessés à la frontière israélienne. Des milliers de Palestiniens s'y rendent chaque vendredi pour manifester et revendiquer le droit de revenir dans les villages que leurs familles ont dû quitter. Ils appellent ça la marche du retour. Mais pour protéger leurs frontières, les militaires de l'État hébreu ripostent aux provocations et aux violences par des balles. Il y a des blessés et parfois ils sont très jeunes. Gaza, une jeunesse estropiée. C'est un reportage d'Yvan Martinet, Olivier Gardette et Mélanie Laporte. C'est la première fois qu'Allah remonte sur son vélo. La première fois depuis qu'une balle a emporté sa jambe droite et ses rêves de coureur cycliste. C'est une sensation incroyable. Je peux pas vous décrire ma joie. Je suis tellement content de pouvoir revenir à ma passion. Tout s'envole, ma tristesse, mes idées noires. Une renaissance après des mois de douleur et 15 opérations pour chaque fois raccourcir ce qui lui restait de jambes. J'ai repris de la force grâce à Dieu, de la puissance. Je me sens beaucoup moins fatigué. Moi qui rêvais de représenter la Palestine dans les compétitions internationales, voilà que je remonte enfin sur mon vélo. C'est génial. Ça s'est passé ici, il y a 6 mois. Lors d'une manifestation le long de cette frontière entre la bande de Gaza et Israël. Une zone extrêmement dangereuse, interdite aux civils. Tu vois la voiture au fond là-bas? C'est là. C'est là-bas qu'on va. Attends, doucement. Va pas plus loin. Si on s'approche trop, ils vont nous tirer dessus de là-bas. Allah n'est plus revenu depuis que sur ce sable, la balle lui a pulvérisé la jambe. C'est un sentiment très étrange d'être là. Il y a de la peur parce que ça s'est passé ici. Ça me rappelle la douleur. Beaucoup de douleur. Je suis pas bien. Chaque vendredi, des centaines de Gazaouis manifestent devant ce poste frontière. Ils appellent ça la marche du retour. Chaque vendredi, les soldats israéliens tirent et blessent. L'armée israélienne affirme n'ouvrir le feu que sur ceux qui prennent d'assaut sa frontière, ceux qui pourraient attaquer ses soldats. Moi, je me tenais debout devant, juste là. Et puis ils ont tiré depuis là-bas, et la balle est entrée sur le côté. Lors de ces marches, comme Allah, des milliers de Palestiniens ont été blessés par balles, des dizaines y ont laissé leurs jambes. Pourquoi ces jeunes reviennent-ils ainsi chaque semaine s'exposer aux tirs? Pourquoi sont-ils prêts à risquer leur vie? Gaza, une langue de terre de 40 km de long sur 8 km de large, entourée de barbelés. Les Gazaouis ne peuvent pas en sortir comme bon leur semble, à cause du blocus imposé par Israël et l'Égypte. Une mesure radicale depuis que le Hamas, considéré comme organisation terroriste, a pris le pouvoir à Gaza et lancé des attaques contre Israël.
La plupart des 2 millions d'habitants ici sont des réfugiés qui ont fui ou ont été chassés de ce qui est aujourd'hui l'État d'Israël. Alors, les habitants de Gaza demandent à revenir dans leurs anciens villages. Il y a 6 mois, ils ont lancé la marche du retour. Chaque vendredi, après la prière, résonne cet appel au rassemblement. La Haute Commission nationale pour la marche du retour et la fin du blocus vous appelle à sortir en masse pour marcher et montrer votre colère. Malaka, l'un des lieux de rassemblement. Au loin, la frontière. Juste avant, cette zone tampon interdite d'accès, surveillée par les soldats israéliens. La marche est supposée être pacifique. En 2 heures, elle devient une zone de guerre. Poussez-vous, poussez-vous! Un jeune adulte vient d'être touché. On va le monter là, doucement! Poussez-vous là! Comme dans la plupart des cas, le tir a atteint la jambe. Donne des compresses. Donnez-lui de l'eau. C'est une blessure par balle, dans le bas de la jambe droite. Ça a provoqué une fracture ouverte. On donne les premiers soins et on l'emmène à l'hôpital. Un peu en retrait, un atelier de fabrication de cerfs-volants incendiaires. Il me faut juste du bois, du plastique et du fil. Après, j'attache ce tissu imbibé d'essence et je l'enflamme. Qu'est-ce qu'il espère faire avec ces cerfs-volants? Ça atterrira sur les terres de l'occupant, si Dieu le veut. Selon les Israéliens, ces cerfs-volants sont des armes redoutables. Ils ont déjà provoqué d'importants incendies en s'écrasant derrière la frontière. Les Gazaouis enflamment aussi des pneus pour aveugler les tireurs de l'armée israélienne. Mais cet écran de fumée ne suffit pas. Regardez cet homme en débardeur, casquette retournée. Impossible de savoir ce qu'il vient de faire. Il n'a visiblement ni arme ni fronde. Lui aussi est fauché par une balle dans la jambe. À coups de gaz lacrymogène, l'armée israélienne tente de disperser la foule. Mais les émeutiers ne s'éloignent jamais bien longtemps, reviennent inlassablement à la charge, toujours plus près de cette frontière. Au cœur du chaos, des enfants, des femmes, et cette scène surréaliste. Un glacier ambulant venu vendre ses sorbets aux jeunes lanceurs de pierres. Tu sais qu'il y a des gens qui viennent de se faire tirer dessus, là? J'ai pas peur. Il a pas peur que les snipers juste en face, là, ils tirent? Non, j'ai pas peur. Et tes parents savent que t'es là? Non. Et toi? Ils le savent? Oui. Bah, ils me disent de pas y aller, mais je viens quand même. Qu'est-ce que vous allez faire après cette glace? On retourne lancer des pierres. Alors que sifflent les balles, comment expliquer la présence de ces familles? Celle de ce garçonnet venu avec son père et sa sœur. C'est pas dangereux de venir ici avec vos enfants? C'est eux qui me supplient de venir. C'est eux qui me demandent. C'est pas mettre la vie de ces enfants en danger que de venir avec les enfants. Non. Si ma fille ne vient pas, si nous ne venons pas, alors qui viendra? Lui est venu avec sa paire de cisailles, presque aussi grande que lui. Elle a qui cette pince? À moi. Qu'est-ce qu'il veut faire avec cette pince? Ben, je vais couper les fils de fer. Qui est-ce qui lui a demandé de faire ça? Moi? Comme lui, nous en croisons d'autres, adolescents ou jeunes adultes, venus couper cette frontière de fer. En commençant par ces barbelés posés juste avant la grille qui les sépare d'Israël. Ces cisailleurs, en première ligne, sont particulièrement exposés. Tire des barbelés, tu les vois? Ouais. Alors nous fixons notre objectif sur cet homme en gris clair qui découpe le fil de fer. Pour avoir voulu couper la ligne barbelée, une balle. Poussez-vous, poussez-vous. Laissez-nous passer. Elle lui a traversé les 2 jambes cette fois. L'incessant défilé de brancards se poursuit ainsi jusqu'à la tombée du jour.
En 6 mois, selon le ministère de la Santé palestinien, l'armée israélienne aurait provoqué plus de 5000 blessures par balle lors de ses marches du vendredi. Une armée d'estropiés. Parmi eux, Alaa, le cycliste amputé. Il vit ici, à Izorour, au sud de la bande de Gaza, dans cet immeuble familial sur lequel semble veiller Yasser Arafat. C'est le frère aîné, Mohamed, qui nous accueille. Mohamed, bienvenue. Salam alaikum. Bonjour. Bonjour. C'est la maison de famille? Family house. Oui, c'est la maison de toute la famille. On est 25. D'accord. Soyez les bienvenus. Alaa est ici? Il est dans sa chambre. Bonjour Alaa. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Asseyez-vous. Merci. Il est content de notre visite, Alaa. Un peu de distraction dans ces journées sans fin. 15 heures par jour cloué sur ce lit, dans ces 9 mètres carrés défraîchis. Il n'y a pas si longtemps, Alaa, 21 ans, travaillait dans la construction. Puis sa vie s'est effondrée avec lui en mars dernier. Soudain, j'ai regardé ma jambe. Elle pendait. Ça fumait. Je me suis mis à crier « Ma jambe! Ma jambe !» Et c'est là que j'ai réalisé que mes rêves se brisaient, qu'il n'y aurait plus jamais de compétition. Alaa n'a alors que 10% de chance de garder sa jambe. Les médecins tentent des greffes. Après cette opération, il lui annonce qu'il n'y a plus d'espoir. Quand le docteur me l'a annoncé, je l'ai supplié. Je lui ai dit « Ma vie, mon avenir, toute ma force est dans cette jambe. Tous mes futurs exploits sont dans cette jambe. » Mais il m'a expliqué qu'il manquait 22 cm d'os, que ma jambe avait littéralement explosé. Je savais qu'il faisait de son mieux. Puis il a ajouté « Maintenant, c'est soit ta vie, soit ta jambe. » J'étais détruit, complètement détruit de l'intérieur. Alaa a participé à la première marche du retour, le 30 mars. Personne n'imaginait alors qu'elle tournerait au bain de sang. Lui dit s'y être rendu à vélo pour rencontrer des journalistes, leur exposer ses difficultés à sortir de Gaza pour les compétitions. Ni Pierre, ni Cisaille. Dans cette maison, il n'y aurait pas de militants. Est-ce qu'on est très politisé dans la famille? Non. Est-ce qu'il y a déjà eu des victimes de la guerre dans la famille? Non, non. Mon père a travaillé 25 ans en Israël. Alaa n'a jamais appartenu à une quelconque faction. Sitôt sorti du travail, il montait sur son vélo. Il ne faisait que ça. Les derniers temps, il parcourait 140 km par jour. Gaza, ça ne fait que 40 km. Alors il faisait des va-et-vient. Ici, c'est la chambre de mes sœurs. Regardez, il y a leurs dessins sur les placards. Je me suis installé là parce que cette pièce est plus proche de l'entrée, plus accessible pour moi désormais. Dans sa chambre de fillette, Alaa n'a ramené que ses trophées sportifs et ceux qu'il vient de recevoir des partis politiques. Ça, c'est Fatah. Fatah, et ça? Ou comment faire d'un héros sportif un héros de guerre. Est-ce qu'il y a une part de récupération politique? Est-ce qu'on fait de lui une sorte de martyr? Non, non. Là, par exemple, c'est le Fatah pour me souhaiter un prompt rétablissement. Ces groupes m'ont aussi apporté une aide financière. Et combien En tout, $1000. $1000, 860 €, l'équivalent de 2 mois de son ancien salaire. Israël soupçonne l'autre faction, le Hamas, d'encourager les candidats au martyr avec de l'argent, de les pousser au crime. Là, c'est le salon. Sans ses revenus pour faire vivre ses 7 frères et sœurs, l'avenir s'annonce compliqué. Et ici, c'est la cuisine. On n'a pas l'eau courante, alors on stocke les réserves dans ces seaux. Alaa ne pourra pas reprendre le travail avant des mois. Sa dernière opération, la 15e, c'était il y a 2 semaines à l'hôpital de Gaza. Service orthopédie. Les estropiés des marches du vendredi s'y bousculent. Ce matin-là,
Les médecins doivent s'assurer qu'Allah cicatrise correctement. Salut Allah, content de te voir. Il est suivi par ses deux chirurgiens, le docteur Adnan, un Palestinien à droite, et le docteur Gambetta en blouse, un Italien. T'en es où avec la douleur? Ça me tire encore dans le haut de la jambe. Vas-y, assieds-toi. La dernière fois, tu te plaignais de douleur sur cette zone. C'est toujours là? Ça va. Allez, on enlève le pansement? Bon, c'est bien sec. Ça ne suinte plus. C'est l'amputation typique, liée à une balle haute vitesse lancée à 1500 mètres seconde. Une fois qu'elle pénètre le corps, elle tourne dans tous les sens. Pour ce genre de blessure, dans plus de 70% des cas, si l'on s'en tenait au diagnostic initial, il faudrait amputer. Mais parfois on décide de laisser la jambe, car les patients nous disent « Je veux la garder même si elle est morte, même si elle ne me sert plus à rien ». L'amputation, c'est un grand traumatisme. Psychologiquement, socialement, c'est une réelle tragédie. Alors on essaie toujours de leur laisser leurs jambes. Hélas pour Allah, on n'a rien pu faire. Allez, c'est terminé. Le rêve d'Allah à présent, une belle prothèse. Drôle de rêve pour un jeune homme de 21 ans. Mais certains blessés sont plus jeunes encore. Mohamed n'a que 13 ans. La piscine est devenue son refuge, un rare lieu d'insouciance. Dans l'eau, il peut oublier que lui manque une jambe. Qu'est-ce que tu aimes ici? Plonger. Ce ne sont pas les chirurgiens qui l'ont amputé, mais la balle. Elle lui a sectionné la jambe dès l'impact, lors d'une marche du retour en juin dernier. Il dit y être allé pour s'amuser, reconnaît avoir lancé des pierres en direction des militaires. Depuis, il n'est plus le même. On est allé à la marche avec un de mes voisins, loin devant. Il y avait des jeunes rassemblés. Et là, ils ont tiré. À ton avis, pourquoi ils t'ont tiré dessus? Depuis cette blessure, c'est comment dans ta tête? Je suis triste. Je voudrais juste pouvoir marcher à nouveau. C'est vrai que tu parles moins depuis qu'il y a eu ça? Pourquoi? La vision de sa jambe déchiquetée, son corps mutilé, ces scènes d'horreur, Mohamed doit les surmonter seul. Il ne bénéficie d'aucun suivi psychologique. Sa famille vit dans ce quartier du nord de Gaza. Un quatrième sans ascenseur. C'est son frère aîné, Abderrahman, 25 ans, le chef de famille depuis la disparition du père, un responsable politique local emporté par la maladie il y a 4 ans. Il est encore très présent sur les murs. En rouge, c'est mon père. À gauche, c'est Mohamed. Le Fatah donne ses affiches en message de soutien quand vous êtes à l'hôpital. Et ça, c'est mon autre frère, Ahmad. Lui aussi a été blessé à la jambe lors d'une autre marche. Un autre frère. Tu peux l'appeler? Surpris, nous découvrons que 3 mois avant Mohamed, un autre frère, Ahmad, lui aussi a été blessé. Ahmad, tu peux venir? Ahmad a 15 ans. Lui s'en est mieux sorti. J'arrive à marcher, mais ça me fait toujours mal. Il a encore des fièvres et plus aucune sensation autour de la cheville. La balle lui a touché des nerfs dans cette zone-là. Je leur avais pourtant interdit d'y aller à cette marche. Mais vous savez comment sont les enfants. Ils disent toujours qu'ils vont au foot ou faire autre chose. Jamais ils ne m'ont dit qu'ils s'y rendaient. Ils ont voulu voir de leurs propres yeux. Ils ont voulu faire comme les grands, participer. Mais jamais je ne les ai poussés à y aller. Et quand bien même ils auraient lancé des pierres sur les soldats, avec une pierre, on ne tue pas. Ça ne mérite pas de se faire tirer dessus. Comment peut-on infliger une blessure pareille à un gamin? C'est vraiment triste.
Ces images sont insoutenables. Ils voyaient bien dans leur viseur que c'était des gosses. Et malgré ça, ils ont tiré. Selon Médecins sans frontières, le plus jeune blessé par balle lors de ces manifestations n'avait que 7 ans. Dans ces rues de la bande de Gaza, où le sacrifice de martyrs est célébré à chaque carrefour, où les jeans ne sont pas des Lévi-Strauss, mais des Hitler Jeans, certains affirment vouloir franchir la frontière pour faire couler le sang juif. Atala est de cela. Nous l'avons rencontré sur le chemin de la marche du retour. 17 ans et une jambe en moins depuis une balle reçue un vendredi 2 mois plus tôt. Mais on n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Acharné, Atala est toujours là. Il y a écrit quoi sur ton t-shirt? Il y a écrit « Les Chevaliers du Retour ». Et ça, c'est mon drapeau. Je le noue autour de ma tête. Comme ça, regarde. Ça, c'est quoi, ça? Là, ce sont mes frondes. Pour envoyer mes pierres sur les colons israéliens. Mais eux nous répondent avec leurs balles. Et ainsi s'écoulera son après-midi sur le champ de bataille face aux soldats israéliens. Après une journée d'émeute, nous rentrons avec lui et son ami d'enfance Youssef, lui aussi touché par balle lors d'une marche. Bonsoir. Atala vit chez ses parents avec ses 10 frères et sœurs. Cette maison n'est pas à nous. On y loue 4 chambres et une cuisine. Venez, venez, suivez-moi. 4 pièces pour 12. Les plus jeunes dorment dans le patio, sur des matelas à même le sol. Là, c'est ma petite sœur. Et là-bas, c'est Nawaf, mon petit frère. Atala était vendeur ambulant de cigarettes. Il est à présent chômeur, comme plus de la moitié des Gazaouis. Là, c'est la cuisine. Cette vie misérable, la faute d'Israël selon lui. Il reproche à l'État hébreu d'avoir confisqué les terres de sa famille et voulait se venger. Je voulais aller en Israël pour trouver un travail et passer mon permis. Et alors, j'aurais conduit dans une opération kamikaze. Hélas, ça ne se fera pas. Effroyable menace. Des kamikazes qui franchiraient cette frontière, c'est précisément ce que l'on craint côté israélien. L'armée justifie ses tirs à balles réelles par ces images qu'elle fournit clé en main. On y voit, selon elle, des Palestiniens prêts à s'introduire en territoire hébreu. Le lieutenant-colonel Jonathan Conricus est porte-parole de l'armée israélienne. Il nous conduit juste en face de la zone où se tiennent chaque vendredi les manifestations. À vol d'oiseau, entre nos premières maisons là-bas et la frontière de Gaza, il n'y a que 700 mètres. Ça vous donne une idée du danger auquel nous sommes confrontés. Alors quand des milliers d'émeutiers gazaouis violents se massent à la frontière, eh bien nous, l'armée israélienne, nous devons nous assurer qu'aucun terroriste ne franchisse cette frontière pour se jeter sur les premières habitations israéliennes. Au nom de sa sécurité, vendredi après vendredi, Israël a déjà fait plus de 180 morts, plus de 5000 blessés par balle. La plupart touchés aux jambes. Est-ce là une stratégie délibérée? Tirer dans les jambes, c'est pour faire des exemples? On n'est pas là pour punir. On ne tire pas aveuglément pour faire passer un message. Non. Je voudrais vous montrer ces images de Palestiniens touchés par des balles de l'armée israélienne. Là, par exemple, on voit cet homme pris pour cible. Il est pourtant à 30-40 mètres de la frontière. Il ne coupe pas le grillage. Vous savez combien de fois j'ai vu de mes propres yeux des gens soi-disant touchés par balle, tombés au sol. Quelqu'un vient les secourir, les porte sur son dos. Et là, après 50 ou 100 mètres, la personne se relève miraculeusement. Pour beaucoup d'observateurs, ça ressemble au mieux à des bavures, au pire à des crimes de guerre.
Je crois que les forces armées israéliennes font preuve de beaucoup de professionnalisme, de sang-froid et de retenue face au Hamas, une organisation terroriste qui, avec cynisme, envoie les populations civiles en première ligne pour servir ses intérêts politiques. L'armée conteste tout abus, assume sa stratégie. En Israël, des voix s'élèvent pour condamner les méthodes de l'armée. Tel Aviv. Ici, d'anciens militaires eux-mêmes se montrent ouvertement critiques sur l'action de l'armée qu'ils ont servie. Tout ça ici, ce sont les journaux de bord de militaires que nous avons recueillis depuis des années. Nadav Weiman, 32 ans. Il représente une organisation de 1200 anciens soldats. Et si nous venons le voir, c'est parce qu'il a lui-même été sniper. Il a eu à tirer sur des Palestiniens. Vous étiez spécialiste en élimination? Oui. Infiltrer les maisons, se camoufler et bien entendu tirer. J'imagine que vous savez combien de personnes vous avez tuées? Combien? Vous ne voulez pas répondre. Nous ne tirions pas sur des manifestants non armés, ce n'était pas autorisé. Mais ces dernières semaines, ces derniers mois, l'armée a tiré sur des dizaines, des centaines de Palestiniens non armés et certains ont été tués. Nous montrons à l'ancien soldat les mêmes images de Palestiniens pris pour cible que nous avons présentées au porte-parole de l'armée. Depuis la butte, là, la ligne de tir est bien dégagée. Un sniper, normalement, ça tire à 200, 300, 400, allez, 500 mètres. Là, il tire à 60 ou 70 mètres. Ça veut dire que le sniper, dans sa lunette, il peut choisir de tirer sur le genou, la cheville, le tibia. Il peut tirer où il veut, parce qu'il est tellement proche. Ça veut dire aussi qu'il voit très clairement que cet homme n'a pas d'arme, que c'est juste un manifestant. Mais, dans nos règles d'engagement, il est dit que le meneur de la manifestation, on peut lui tirer dessus, dans la jambe. Vous êtes autorisé à faire ça? Oui. Durant votre formation, on vous apprend ça? Bien sûr. Personne ne remet ça en cause. Ce sont les instructions de l'armée. Vous pouvez tirer sur un meneur? Oui, le meneur. Donc vous êtes formé pour tirer sur le leader d'une manifestation, même s'il ne porte pas d'arme? Oui. Ces gens qui manifestent côté Gaza ne sont pas une menace. Vous pourriez les éloigner avec des balles en caoutchouc, plus de gaz lacrymogène, j'en sais rien. Je ne suis pas tacticien, ce n'est pas à moi de trouver les solutions. Mais je sais que les forces israéliennes auraient bien d'autres possibilités. À Gaza, ce matin-là, c'est un grand jour pour Allah. Le cycliste a rendez-vous avec le prothésiste qui devra l'équiper. Comment tu vas? Bien, je vais te montrer comment ça marche. Une prothèse légère et perfectionnée lui permettrait d'envisager à nouveau un avenir sportif. Mais Allah va vite déchanter. Fais voir ta jambe d'abord. Une fois qu'on aura pris les mesures, ça devrait être un appareillage comme ça. Ce sont des produits vraiment performants et des matériaux très nobles. Regarde, c'est plutôt ça, moi, que je voudrais. Ah oui, ça c'est des produits américains. Le genou, là, c'est un autre degré de perfectionnement. Mais vous utilisez pas de carbone? Non, non. Ici, tu sais, on n'a que des produits standards. Ces prothèses, c'est la Croix-Rouge qui les fournit. Des modèles basiques pour faire face aux besoins d'une zone de guerre. Chacune coûte autour de 2000 $, soit 1700 € environ. Pour ce que tu demandes là, il faudrait dans les 50 000 $. Peut-être même 60 000 $. C'est vraiment trop cher. La prothèse qu'on me propose ici, ça suffira juste pour le quotidien, pas plus. Mais pour un modèle high-tech, faut que je me résigne. Je pourrai jamais l'avoir. Nous laissons Allah à ses rêves brisés. Il ne l'aura sans doute jamais, sa jambe de carbone. Pour Atala, lui, plus que quelques semaines avant de pouvoir installer son moignon sur une prothèse. Mais ce jour-là, il se rapproche un peu d'une vie normale, en reprenant le foot, avec l'équipe des estropiés de Gaza. Ici, tous sauf deux sont des victimes de la guerre. La plupart sont unijambistes, sauf les gardiens. Eux sont manchots.
Le petit Mohamed, lui aussi, a repris le foot, dans la cour de récré. Il a fait sa rentrée, mais pourrait bientôt bénéficier d'une autorisation de sortie de Gaza pour aller se faire soigner aux États-Unis. L'armée israélienne, quant à elle, dit avoir lancé des enquêtes internes pour élucider les circonstances de tir sur 2 Palestiniens lors des marches du retour. 2 sur près de 5200 touchés par balle. C'est la fin de ce nouveau numéro d'Envoyé spécial. On se retrouve la semaine prochaine et dès à présent sur les réseaux sociaux. Nos reportages sont aussi disponibles sur YouTube. Excellente fin de soirée sur France 2. Dans un instant, c'est Complément d'enquête avec vous, Jacques Cardoz.